Moi j'ai 4 ans et mon rêve c'est de rencontrer les licornes. Entreprends tes rêves, Le podcast des rêveurs qui passent à l'action. Entreprends tes rêves, un podcast de Mathilde Chevalier. J'accompagne les entrepreneurs à se mettre en action. Quelle que soit l'étape d'avancement de ton projet, je t'accompagne pour te mettre en mouvement. Rendez-vous sur Les Vedettes en scène. Épisode 2, Mathilde. Mon rêve, c'était d'être Claire Chazal. Madame, monsieur, bonsoir. Dans l'actualité de ce jour, l'interview inespérée de l'une des plus grandes personnalités de l'année. Mathilde, coach en prise de parole en public. Petite, elle rêvait de devenir présentatrice télé. Elle se rappelle en 4e avoir parié avec ses amis que dans 10 ans, elle serait interviewée par une grande chaîne de télévision. C'est aujourd'hui sa première interview. J'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir Mathilde Lagourgue. Et oui Mathilde, bienvenue dans Entreprends tes rêves pour ce 2e épisode. Je suis ravie de t'accueillir. D'où vient ce rêve de devenir Claire Chazal ? C'est une bonne question parce que franchement... Pourquoi Claire Chazal ? Alors, je me rappelle, quand j'étais petite, regarder les informations le soir à 20h avec mes grands-parents, d'ailleurs, et quand on mangeait. Donc vraiment, tu peux voir l'image très traditionnelle de la famille devant les infos à 20h. Et je regardais Claire Chazal qui présentait ses infos et je me disais, mais waouh, on est tous là en train de l'écouter, ça a l'air juste génial. Elle prend la parole tous les soirs devant des millions de personnes et c'est quelque chose qui me faisait rêver. Et comme c'était quelqu'un en plus qui arrivait à l'intérieur des maisons, avec ce côté, on voit sa tête chez moi, c'était quelque chose qui me faisait fantasmer. Je me disais, mais moi j'aimerais trop parler avec autant de monde, que tout le monde m'écoute, que tout le monde me voit. C'était quelque chose qui me faisait rêver. C'est un petit peu grâce à elle que tu es ici, dans Entreprends tes rêves, puisque tu as eu il y a quelques mois un projet, on va dire, de reconversion à 180 degrés. Est-ce que tu peux raconter un petit peu ton parcours, là où tu en es maintenant ? Oui, bien sûr. Alors, comme tu le disais tout à l'heure, moi, j'ai été enseignante pendant 7 ans. J'avais fait des études dans la culture. Alors, le concours de professeur des écoles, puisque j'étais professeur des écoles, je l'ai pas passé par vocation, mais plutôt parce que je trouvais pas forcément de travail dans le milieu de la culture. Moi, ce que j'aimais, c'était transmettre, c'était être en lien avec les gens, être dans l'accompagnement, dans la création de projets. Et en discutant avec des proches autour de moi qui étaient enseignants, ils m'ont dit, mais Mathilde, je te verrais bien prof. Alors je me suis dit pourquoi pas et j'ai passé le concours en candidate libre pendant une année. J'ai bossé mon concours, je l'ai eu et je me suis retrouvée devant des élèves pendant 7 ans, donc de tout niveau, du CM2 en passant par la maternelle. Alors c'est un métier que j'ai beaucoup aimé, notamment parce que c'était un métier de la transmission et moi c'est ce que j'aimais. C'était un métier aussi où je prenais la parole justement pour transmettre et c'était quelque chose que j'aimais aussi beaucoup. Et voir les élèves qui acquièrent des compétences, les voir évoluer, les voir se développer pendant une année, c'était vraiment quelque chose qui était très très chouette. Mais je sentais bien que je n'étais pas tout à fait à ma place. C'est-à-dire que très rapidement, je me suis dit, ok, je veux bien faire prof, ça me plaît, mais je me voyais pas faire ça pendant 40 ans. D'autant plus qu'il y avait des choses, moi, dans les programmes scolaires avec lesquels j'étais un petit peu... je sais pas que j'étais fâchée, mais j'étais pas forcément d'accord. Je trouvais qu'on apprenait pas forcément aux élèves des choses qui étaient essentielles et on s'attardait parfois sur des principes, des termes, des acquisitions qui pour moi étaient un petit peu obsolètes. Donc je les faisais apprendre à mes élèves bien sûr, mais j'étais pas forcément à l'aise avec ça. Donc les 3 dernières années où j'ai été enseignante, ça a été en fait 3 années où j'ai cherché ce que je pouvais faire après. Tu étais déjà sur le plan B 3 ans avant de partir de l'éducation nationale. Exactement. Les 3 dernières années, ça a été... je savais que, dès le début que j'étais pas forcément à ma place, mais j'y trouvais aussi un intérêt et un confort, parce que quand on est prof, on a quand même un confort. On est fonctionnaire, on a un salaire qui sort tous les mois, enfin qui entre tous les mois. On sait qu'on a une sécurité de l'emploi, on a des vacances, même si les vacances c'est très fantasmé. Mais voilà, on a un rythme qui est régulier, on sait ce qu'on fera au mois de juillet, août. Enfin, on peut se projeter comme ça dans l'année. Et avec des enfants, c'est vrai que c'est bien aussi. Mais ouais, rapidement, j'ai su que c'était pas là où je devais être.
Donc j'ai commencé à chercher d'autres voies. Et alors comme je te le racontais quand on s'est retrouvés, quand on a discuté de l'enregistrement de ce podcast, moi c'est vrai que je suis passée par plusieurs étapes Ouais. avant de. Oui. J'ai peut-être une question Oui. qui m'est venue quand tu racontais ton parcours en tant que prof. Tu disais il y a Oui. des choses dans le programme que je trouve obsolètes et des éléments essentiels qu'on n'apprend pas aux enfants petits. Oui. Qu'est-ce qui te vient là de choses qu'on pourrait apprendre aux enfants petits à l'école pour faire face à la vie quand ils deviennent adultes? Alors une des choses qui revient à ce que je fais aujourd'hui, c'est comment communiquer avec les autres, tout simplement, comment communiquer, comment dire, s'exprimer, exprimer ses besoins, dire là ça va pas, se sentir en confiance, développer aussi de la confiance en soi. C'est quelque chose que moi je n'ai pas vu, c'est-à-dire que quand je parle de choses obsolètes, c'est qu'on est encore dans le côté faire entrer des enfants dans des cases. Tous les enfants doivent apprendre au même moment la même compétence et le 21, je dis un exemple, et le 22 janvier, tout le monde a le même contrôle où il va falloir répondre aux questions, alors que les temps d'apprentissage sont tous différents. Et moi, au bout d'un moment, j'avais beaucoup de mal avec ça parce que je voyais des élèves en difficulté parce qu'on ne respectait pas leur rythme, on ne respectait pas leur individualité. Un enfant dans un groupe classe, c'est un numéro, et presque, on va dire qu'il devient transparent, il se fond dans la masse. Et moi, c'est quelque chose avec laquelle j'avais beaucoup de difficultés avec ça et j'étais en difficulté même moi parce que j'avais envie un peu de sauver, pas sauver, mais vraiment d'aider les. Oui, d'être au cas par cas avec Ouais, chaque d'être élève. dans du cas par cas, mais en fait tu perds ton énergie. Moi j'ai vu rapidement que j'allais y perdre mon énergie et je me suis dit ouais en fait non, je sens que je vais me battre contre quelque chose qui est trop gros pour moi. Donc et c'est ça en fait qui a fait que je me suis dit que j'étais pas à ma place et qui a créé chez moi quelque chose de l'ordre vraiment du malaise parce que j'étais malheureuse moi aussi en tant que prof de me dire en fait je peux pas faire du cas par cas parce que je sens que l'énergie que je vais y mettre est beaucoup trop grosse pour moi et je n'ai pas envie de mettre toute mon énergie là-dedans. J'ai aussi une vie à côté. Moi, ce que j'entends, c'est que toi, tu vois rapidement que dans l'éducation nationale, la singularité n'est absolument pas mise en valeur. En format, et même le terme de transparence, je le trouve extrêmement fort. Et ça fait partie des éléments de déclic où tu te dis, je suis pas à ma place, j'ai quand même envie de transmettre. Je vois bien que les enfants dont je m'occupe, on leur apprend pas à exprimer leurs besoins, on leur apprend pas à dire si ça va ou si ça va pas. En fait, t'es déjà en train de chercher avec des points communs que tu peux retrouver dans l'éducation nationale, la transmission, la prise de parole, la confiance en soi, est essentielle à l'école. Exactement, ouais. D'apprendre à l'école. Les piliers, comment dire, de mon orientation, c'était toujours ça, c'était la transmission, la prise de parole en public et l'accompagnement aussi, faire que les gens se sentent bien. Et j'ai vite senti en effet que en tant que prof, c'était compliqué d'être dans ces trois valeurs, ou avec ces trois piliers. Donc j'ai cherché autre chose. Ouais. Et alors une question qui me vient, si tu avais des signes pour nos auditeurs, peut-être que parmi ceux qui nous écoutent, certains, tu vois, sont dans ce malaise actuellement dans leur emploi actuel. Est-ce que tu pourrais mais donner peut-être des petites alertes qui toi te sont venues à ce moment-là dans ces 3 ans où tu sens que tu vas pas ça va pas durer dans l'éducation nationale et que tu vas changer peut-être cette petite mise en route là qui est hyper importante quand on décide une reconversion professionnelle. Ouais, tout à fait. Alors moi, ce qui s'est passé, c'est que je me suis sentie peu à peu j'ai un peu abandonné mon poste. Ça a été très lent, hein, mais peu à peu, je me désengageais des petites missions et jusqu'à la fin, là vraiment quand le mois juste avant de démissionner, où j'étais sur mon ordinateur en train de faire des recherches Google sur mon futur emploi, pendant que mes élèves étaient en train de travailler. D'accord. Et là, on était vraiment sur de l'extrême. Mais avant ça, j'étais passée par plusieurs étapes de toutes petites démissions où je me disais mais tant pis, on va pas le faire. Mais moi, c'était vraiment, on va dire que c'était vraiment corporel. Après, je le sentais à l'intérieur de moi, c'est-à-dire que j'avais ce malaise, j'avais parfois envie, quand j'allais à l'école, parfois j'avais envie de pleurer. Parfois, je me sentais mal, j'avais pas forcément envie, j'avais pas beaucoup d'énergie non plus à donner. Je le montrais pas forcément à mes élèves, mais c'était dès c'était la récréation ou T'étais soulagée.
J'étais soulagée. Et puis moi, dès que j'avais, c'est horrible à dire, mais dès que j'étais malade, en fait, dès que j'avais un rhume, dès que j'avais un petit truc, je me disais, ah là là, super, je vais pouvoir m'arrêter. Mais c'est horrible parce que j'étais très très mal par rapport à ça. Et je me dis, mais t'imagines, ça fait que quelques années que t'es là-dedans, mais c'était pas possible. C'est pas possible, il va vraiment falloir trouver autre chose. Ça ne fait pas de quelqu'un de toi qui n'est pas consciencieux, c'est simplement des petits signes de démotivation et de démission qui ont été progressives jusqu'au jour où tu prends la décision de démissionner. Tu aurais pu prendre une dispo, par exemple. Non, c'est-à-dire que moi, j'étais extrêmement consciente qu'à un moment donné, mon rôle en tant que prof n'était plus, comment dire, aussi... j'étais plus à ma place, quoi. Je n'étais plus aussi investie qu'avant, et je me dis, mais les élèves, en fait, ils ont rien demandé non plus. Tu vois, je vois pas pourquoi est-ce qu'ils auraient une prof. Alors moi, après, je faisais beaucoup de remplacements. C'est ça que j'ai pas dit non plus. Okay. J'avais pas une classe à l'année. Moi, on m'a appelé sur des remplacements. Je changeais de niveau tous les jours. J'avais un niveau différent. J'allais dans une école différente, etc. Voilà. Et ça a pas mal joué aussi sur mon désengagement. C'est-à-dire que c'est compliqué pour moi après d'arrêter. Des fois, j'arrivais sur des écoles, j'y restais 15 jours. Des fois, j'y restais 3 semaines. Et le rythme, comme ça, changeait. Et c'était compliqué pour moi, à chaque fois, de me réadapter. Au début, ça allait, mais plus les années avançaient, plus c'était compliqué pour moi. C'est pas engageant de rester avec une classe 3 semaines. C'est ça. Ouais, c'était pas engageant. Et puis, tu sais que au bout de 3 semaines, tu vas rechanger d'école et tu vas devoir tout refaire. Donc, c'était compliqué. Et moi, finalement, je me suis dit, écoute, je sens que je suis pas à ma place. Je pense qu'il y a des personnes qui font ce métier, qui sont encore passionnées. Et autant que ce soit eux qui soient devant les élèves. Et moi, j'ai vogué vers d'autres aventures, quoi, tout simplement. Pour nos auditeurs, une première invitation que j'avais envie de vous faire par rapport à ce que vient de dire Mathilde, c'est peut-être comment vous vous sentez actuellement dans votre travail. Est-ce que vous aussi, vous avez détecté des petits signes de démotivation ? Comment vous vous sentez corporellement quand vous allez à votre travail ? C'est la première invitation du jour dans ce podcast. Vous savez qu'il y en aura plusieurs. On vous concocte des petites surprises avec Mathilde. État des lieux, comment je me sens quand je vais à mon travail ? Respire. Tu ne le sais pas encore, mais tu es exactement là où tu dois être. Malo, 30 ans, virtuose de la finance, à qui tout réussit, est appelé à Bangkok pour aider une entreprise en difficulté. Quelques semaines après son arrivée, il surprend une conversation qui l'anéantit. Il ne lui resterait plus que quelques mois à vivre. Au moment où il perd tout espoir, une vieille dame lui propose un pacte étrange. En échange de 30 jours de sa vie, le jeune homme sera-t-il prêt à tenter une série d'expériences qui pourraient bien modifier le cours de son destin ? Malo accepte et le voilà embarqué dans un incroyable périple aux saveurs et aux parfums de la Thaïlande, au terme duquel il découvrira peut-être l'ultime vérité. Mode Ankawa, respire. Est-ce que tu te souviens du jour ou du moment où tu te dis « Ok, en fait, je vais quitter l'éducation nationale » ? Dans ces 3 ans-là où tu cherches, à quel moment tu vois ce déclic, en fait, de « je quitte l'éducation nationale et je démissionne ». Moi, ça a été en plusieurs étapes. C'est-à-dire que j'ai un souvenir très fort d'il y a... on était en mars, par là. Je me rappelle aller à l'école, dans une école où j'étais en remplacement aussi, avoir envie de pleurer et me dire « mais là, j'en peux plus, il va falloir que je trouve une bouée, hein. » Moi, c'est comme si le mot est très bien choisi pour me sortir de là. Donc, j'aurais pris, quelle que soit la formation, je l'aurais prise à ce moment-là. Okay. Mais j'étais pas encore prête à démissionner. C'est-à-dire que il me fallait un nouveau projet. C'est-à-dire que je me disais, je peux peut-être rester encore dans l'éducation nationale, mais il faut que je sois stimulée par autre chose. Parce que je me disais, je me sentais pas encore de partir. Okay. Je me disais, c'est trop gros de partir, j'ai beaucoup trop d'avantages. Donc, mais peut-être d'avoir un nouveau projet annexe à côté, ça va m'aider. Donc ça a été une première étape. Et la deuxième étape où vraiment j'ai décidé de démissionner, c'était cet été 2022, où j'avais fait 2 lettres, une lettre de démission et une lettre de disponibilité. J'ai décidé d'aller marcher pendant 2 jours sur les chemins de Saint-Jacques. J'ai fait 2 jours de randonnée. Ça a été un moment très très fort pour moi où en plus j'ai fait une étape qui était très compliquée sur la frontière franco-espagnole où on passe la montagne, on passe les Pyrénées. Donc moi qui ne suis pas forcément très sportive, ça a été assez compliqué pour moi, mais
de vivre corporellement la douleur, de vivre corporellement le fait que tu peux pas abandonner, il faut que tu avances, etc. Ça m'a beaucoup aidée. Quand je suis revenue chez moi, je me suis dit, mais en fait, je suis capable de dépasser des obstacles. Donc, je vais démissionner et quoi qu'il arrive, je serai capable de me surpasser et de me confronter aux difficultés qui viendront peut-être. C'est génial ce que tu racontes parce que dans ces deux étapes, il y a la première étape que tu décris. Je trouve ça intéressant quand on n'est pas bien dans son métier, de faire les choses de façon progressive, c'est-à-dire que il y a plusieurs formats qui sont possibles. On peut se mettre à 80%, à 50%, avoir un projet perso ou professionnel à côté qui nous nourrit. Quand j'ai commencé mon projet de reconversion, j'avais pas cette nuance-là parce que je me disais qu'elle n'était pas possible. Où je me disais, en fait, si je veux monter un projet, il faut que je quitte mon travail. Là où, en fait, quand on s'organise, quand on prend le temps de poser les choses et de s'organiser, il y a des envies qui peuvent émerger et qui peuvent être compatibles avec un travail salarié à 50%. Et là, en l'occurrence, toi, quand tu parlais de ta bouée, ça a été quoi ta bouée ? C'est quoi le projet finalement où tu t'es dit ça pourrait me nourrir tout en restant dans l'éducation nationale ? Ouais, c'est tout à fait ça. J'avais besoin d'être nourrie. Ben moi, ça a été la sophrologie. Sophrologie, ouais. Je suis arrivée en fait, on était en mars 2021, je crois. Et là, je cherchais tous les soirs une reconversion, me dire mais qu'est-ce que je pourrais faire ? Et là, à l'époque, le papa de ma fille m'avait offert un bouquin sur la sophrologie. Je savais pas ce que c'était, j'en avais jamais fait. J'ai ouvert le bouquin, je me suis dit allez vas-y, on part là-dessus. Mais vraiment, je sais pas pourquoi à ce moment-là, mais quelque part parce qu'il y avait aussi c'est toujours l'accompagnement, toujours la transmission, toujours la communication qui étaient ces trois piliers qui étaient aussi dedans, donc que je retrouvais et auxquels je pouvais m'assimiler. Dès que j'ai eu ce bouquin en main et que je me suis dit ok, je vais me lancer là-dedans, je me rappelle, j'ai cherché toutes les écoles de sophrologie qui pouvaient exister autour de chez moi. Il y en avait une sur Toulouse, une sur Carcassonne. Certaines, je pouvais pas travailler en même temps puisque ça se passait la semaine. Donc, et à Carcassonne, par contre, l'école se faisait le week-end, un week-end par mois. On allait à Carcassonne pour étudier la sophrologie pendant 1 an et demi. Et là, je me suis dit, ok, je pense que c'est une formule qui me va, comme ça je peux rester prof tout en ayant ce nouveau projet. Et là, j'ai appelé la directrice de l'école de sophrologie, je me présente, je lui dis que je suis enseignante, etc. Okay. Et elle me dit, ok, par contre, les prochaines inscriptions, là on est plein, ce sera pas avant 1 an, puisque toutes les places ont été prises. Alors là, je te raconte pas la désillusion pour moi. Je me dis, ok, bon, mais tant pis, je vais quand même. Elle me dit, envoyez-moi quand même votre dossier. Donc j'envoie le dossier. Et 5 jours plus tard, elle m'appelle et elle me dit, écoutez Mathilde, on vient juste d'avoir un désistement sur la session qui commence dans 3 semaines. Est-ce que vous voulez la prendre ? Alors là, le coup du destin. Génial. Ouais. Et je lui dis, ben oui, allons-y, absolument. Donc je me suis retrouvée 3 semaines après à commencer ma formation de sophrologie. Et ça a été pour moi une véritable bouée parce que j'ai pu reprendre beaucoup de motivation dans mon métier parce que c'était plus le centre de ma vie aussi. Ouais. Tu vois, j'avais d'autres perspectives. Et d'avoir cette autre perspective et de me dire, ok, en fait, j'ai autre chose, ça m'a fait énormément de bien. Et j'ai décidé à la rentrée d'après, justement, de me mettre en temps partiel. Okay. Donc, j'étais à 75%. Je continuais ma formation en sophrologie. Et j'avais, finalement, mon temps était à peu près, on va dire, séparé entre la sophrologie et l'enseignement. Et ça, c'était un équilibre qui me convenait bien. Enfin, un sacré coup de chance qui te permet de finalement remodeler ta vie assez rapidement par rapport à ta prise de décision. Mais encore, tu te dis ça suffira pas d'être en temps partiel avec une formation de sophro. Exactement. En fait, la sophrologie, c'était vraiment ma bouée. Ça a été, on va dire, la première étape, encore une fois, vers mon projet pro. La sophrologie, c'est vraiment une méthode qui est hyper intéressante parce qu'elle te fait faire un travail de développement personnel en t'interrogeant vraiment sur qui tu es, quelles sont tes valeurs, quels sont tes projets. Et ça a été donc un gros questionnement pendant 1 an et demi. Et très rapidement, ce qui me revenait en tête, c'était Claire Chazal voilà. et ce journalisme. Donc moi, je rêvais d'être Claire Chazal, donc j'aurais aimé être journaliste. Et ça me revenait assez régulièrement. Enfin, je pense que si tu fais un métier que tu aimes, tu souhaites le faire jusqu'au bout, être active, autonome, libre,
te réaliser jusqu'à la fin, je crois, non? Si on a cette chance-là. Et je me suis dit, journaliste, j'ai pas envie de repartir sur des études, ça va. Mais qu'est-ce que je pourrais faire au-delà du journalisme, pardon, qui est juste un métier, mais pourquoi ça me plaît tant? Et je me suis vraiment posé la question, pourquoi ce métier me plaît tant? Est-ce que c'est le métier en lui-même ou plutôt ce qu'il convoque et ce qu'il y a à l'intérieur? Et donc j'ai disséqué un peu ce métier. Et je me suis retrouvée encore une fois sur ce que j'aime le plus, donc la parole en public, la transmission et l'accompagnement dans un certain sens. Et je me suis dit, ok, en fait, journaliste, c'est un métier, mais je pense que je peux faire autre chose avec toujours ces 3 valeurs-là. Et il y a quelque chose comme ça qui m'est apparu au fil des recherches, au fil des discussions, c'est que moi, ce que j'adore, c'est prendre la parole en public. Et je me suis dit, pourquoi ne pas accompagner les gens à prendre la parole en public, car c'est une compétence que moi, en tant qu'enseignante, j'ai vu que l'on n'apprenait pas à l'école. Ouais. Et qu'on se retrouve, je voyais des adultes se retrouver plus tard en difficulté face à la prise de parole en public. Ouais. Et je me suis dit, je crois que c'est exactement le métier que j'ai envie de faire aujourd'hui, c'est d'accompagner ces personnes-là. Ouais, il y a 2 choses qui me viennent quand tu racontes ça, c'est finalement, à travers la formation de sophrologie, en fait, t'es accompagné d'une certaine manière pour reposer ton socle de ce que tu aimes, donc de reposer tes valeurs, reposer ce qui te fait vibrer, en fait. De façon, pendant 1 an et demi, en fait, tu es en réflexion et tu reposes ton socle. Et la deuxième chose que tu dis, c'est ce qu'on évoquait en début d'interview, c'est qu'il y a des éléments comme ça de la vie, comme prendre la parole en public, qui sont essentiels après dans le monde du travail, ne serait-ce que pour tenir une réunion, qu'on n'apprend pas, ouais. Et c'est autant d'éléments qui font que maintenant, tu entends souvent les salariés dire « Oh là là, on a encore une réunion qui n'est pas efficace », où tout le monde a l'impression de perdre son temps, où tout le monde check son téléphone ou fait autre chose, parce qu'il y a une vraie compétence manquante là-dessus. Quelqu'un qui sait prendre la parole en réunion, ça change tout, quoi. Et ça implique énormément de choses en termes de management, en termes de vision, en termes de gestion d'une entreprise, sur juste ce seul point-là. Et je trouve ça important de le noter parce que effectivement, on fait pas ça, dire nos émotions à l'école. On dit pas quand ça va pas. Et je trouve que ce sont des choses qu'on retrouve après dans l'entreprise. Ces éléments, ces compétences-là qu'on n'apprend pas à l'école et qu'on retrouve après dans l'entreprise, en fait, ça change tout dans tes relations après en entreprise. Apprendre à communiquer. Exactement. La prise de parole en public, c'est un moyen de communication. Et moi, c'est ce que j'aime. C'est vraiment apprendre aux gens à communiquer, à prendre leur place, à dire finalement que ce soit lors d'une réunion, lors d'une présentation. C'est assumer aussi ce qu'ils ont à dire, qui ils sont à ce moment-là. Et il y a toute une démarche quand on prend la parole en public, c'est pas juste parler. C'est comment j'entre en relation avec l'autre, comment je fais pour que mon message soit assez clair et est-ce que je suis assez claire avec moi-même pour que les autres puissent me comprendre et être claire avec les autres. Et c'est toute cette démarche, moi, qui me passionne. Et comme tu le dis, c'est quelque chose qui n'a pas été pris à l'école, n'a pas été appris à l'école et on se retrouve, moi je me retrouve très régulièrement avec des professionnels qui sont en difficulté par rapport à ça. Bon, moi, j'aimerais quand même revenir sur cette montagne que tu gravis avant d'enchaîner sur ton parcours pour devenir coach en prise de parole. Mais qu'est-ce qui se passe quand tu gravis cette montagne Qu'est-ce qui te passe par la tête? Est-ce que tu pourrais nous décrire un peu ce qui s'est passé pour toi? Parce que je trouve que c'est... j'ai souvent entendu des entrepreneurs qui marquaient le coup symboliquement, soit en sautant en parachute, soit en gravissant une montagne. Enfin, t'es pas la première à me parler de ça. Tu peux me dire ce qui s'est passé pour toi quand tu as pris cette décision-là? Moi, c'était faire les chemins de Saint-Jacques. C'était pas du tout pour le côté, on va dire, religieux, mais plutôt pour le côté... méditation, retour sur soi, c'était quelque chose qui m'intéressait de partir comme ça toute seule avec mon sac à dos depuis quelques années. C'était quelque chose que j'avais déjà en tête depuis quelques années. Et je m'étais toujours dit que je voulais y aller. Donc je me disais que je ne pouvais pas ne pas y aller. Et cet été, j'ai pris pas mal de décisions en dehors de mon travail et j'avais envie, corporellement, mon corps me demandait d'aller faire du sport, d'aller marcher, j'avais besoin de marcher. Je me suis dit, ok, je vais aller faire les chemins de Saint-Jacques, je vais faire l'étape entre la France et l'Espagne.
Et l'idée pour moi, c'était vraiment un retour sur moi et de déconnecter complètement avec tout ce qui pouvait se passer autour, avec mes questionnements sur mon avenir. J'avais vraiment envie d'avoir un retour sur moi, tu vois, de me retrouver seule avec moi-même. Et j'avais écrit ces 2 lettres juste avant de partir sur ma lettre de disponibilité et ma lettre de démission. Elles étaient les 2 sur la table. Je me suis pas du tout dit je vais aller marcher, je vais prendre une décision. C'était pas forcément ça, mais c'est ce qu'il ça en a été en tout cas la conséquence. Mais quand je suis partie marcher, j'ai vraiment vécu quand tu montes, quand tu marches. Moi je me rappelle, il pleuvait, il faisait pas vraiment très beau. J'étais pas très sportive non plus et ça montait extrêmement fort et je me dis mais est-ce que je vais vraiment arriver en haut de la montagne? J'avais mon sac qui pesait extrêmement lourd en même temps. Et je faisais un pas après l'autre et je me disais waouh, mais en fait je suis capable de gravir cette montagne et j'ai des ressources en moi que je ne soupçonnais pas. Et je me rappelle un mec avec qui je marchais qui me dit waouh Mathilde, mais t'es super forte. Je dis ah bon, ok. Et je me dis d'accord, j'ai vraiment des ressources qui sont là et ça a été vraiment une prise de conscience qui est passée pour moi par le corps, donc par cette randonnée, où je me suis rendu compte des ressources que j'avais en moi et je me suis dit, ok, si j'ai été capable de faire ça, je vais être capable ensuite de rebondir ou d'aller, ou de continuer sur mes projets, etc., quoi qu'il arrive. Parce que ma grosse peur, c'est, ok, c'est bien cool de commencer un projet, mais bon, si je me retrouve si dans 3 mois, je suis obligée d'arrêter parce que ça marche pas, parce que j'ai pas de clients, etc. Mais en fait, qu'est-ce que je fais? Et là, j'ai vécu physiquement le fait que je vais avoir les ressources pour rebondir. Même si ça arrive, je saurai rebondir face à la situation et ça m'a fait beaucoup de bien. Ça m'a permis de prendre confiance en moi. J'adore cette expérience parce que j'aime beaucoup en fait l'idée que le mental en fait s'est mis un peu de côté et que c'est ton corps qui t'a dit ok là il faut que tu y ailles, il faut que tu ailles faire ça. Et c'est une deuxième invitation que j'aimerais proposer à nos auditeurs, c'est est-ce qu'il y a des envies comme ça ou des petits rêves qui émergent et qui se répètent ou en tout cas qui se manifestent dans votre corps où vous vous dites ok là il faut que je fasse ça, il faut absolument que j'aille gravir cette montagne, je sais pas pourquoi mais en tout cas c'est présent. Je vous invite vraiment à vous poser, essayer de sonder si c'est présent pour vous. Et la deuxième chose que je trouve chouette dans ton expérience, c'est que c'est comme si tu avais vécu la confiance dans ton corps. Tu vois, c'est plus un terme j'ai confiance en moi, c'est quelque chose que tu as vécu dans ta chair. En fait, quoi qu'il arrive, ça va le faire, ça va passer. Exactement, c'est exactement ce que tu dis, c'est tout à fait ça. En fait, j'ai vécu dans ma chair le fait que j'étais capable de faire des choses et je suis capable de dépasser les difficultés. Et ça a été quelque chose, cette expérience vraiment concrète dans mon corps, ça a vraiment été pour moi la clé de ma décision ensuite de démissionner, clairement. Toujours, on en revient toujours au corps. Il y a une vraie intelligence du cœur et du corps, lapsus révélateur pour moi. Encore une fois, moi c'est quelque chose que j'ai appris ces dernières années à écouter le cœur et le corps. Et tu disais au début de l'interview, j'étais démotivée quand j'allais dans mon travail. Moi, j'ai une boussole. Parfois, dans certaines prises de décision, je sais pas trop. Le mental fait tout pour saboter la prise de décision. Et je reviens dans mon cœur et dans mon corps et je me pose 2 questions. Le truc, c'est est-ce que ça me fait vibrer ? Est-ce que j'ai envie de le faire ? Tu vois ? Ou est-ce que j'ai peur de le faire ? Et la sensation corporelle de l'envie et de la peur sont pas du tout les mêmes, tu vois ? Et parfois, mon corps me dit non, j'ai pas envie d'y aller. Tu vois, il y a un mouvement de recul. Et parfois, mon corps me dit, bah non, là, j'ai vraiment peur d'y aller. Et souvent, quand j'ai peur, je fonce parce que je sais que la peur, une fois qu'elle est dépassée, finalement, c'est un cadeau, quoi. C'est une opportunité extraordinaire de dépasser une peur. Là où quand on n'a pas envie, je pense qu'il faut laisser de côté, quoi. Il faut passer son chemin. Et chers auditeurs, je vous invite vraiment à essayer de sentir en fait dans votre corps la boussole en fait qui vous guide dans des moments de vie comme ça où on hésite
où on est en recherche, où on est en malaise, d'essayer de retrouver en fait des signes corporels. Ça, c'est vraiment ce que j'avais envie de partager suite à ton expérience. Et du coup, moi, j'ai envie de savoir la suite. C'est-à-dire que tu rentres chez toi, tu as tes 2 lettres, et qu'est-ce qui se passe? Mais je prends la lettre de démission et je la poste. Et là, ça a été quand tu parles du corps, j'ai ressenti dans mon corps que c'était clairement la bonne décision. Génial. J'ai senti que c'était exactement ça qu'il fallait que je fasse. Je me suis dit, je me suis sentie soulagée. Ok. Je me suis sentie soulagée et en même temps, je me suis dit, ok, bon, ben là, va falloir y aller. Il n'y a plus le choix. Et à ce moment-là, c'était au mois d'août. Donc, je démissionnais, oui, et je déménageais aussi sur Toulouse avec ma fille, puisqu'avec le papa, on s'est séparés aussi cet été. Donc, ça a été un été de tous les changements. Exactement. Changé de dentifrice aussi? Exact, oui, j'ai tout changé. Et je me suis retrouvée à Toulouse avec ma fille. Et pourquoi Toulouse? Parce que j'avais envie de me remettre dans la vie. Et ça, c'est vraiment une phrase qui pour moi est hyper importante. J'étais plus dans la vie, puis moi j'étais sur Castres et je me sentais plus vivante. D'accord. Vraiment, je sentais que je commençais vraiment à m'éteindre, j'avais plus de projets, j'avais plus forcément envie de faire grand chose, etc. Et je me suis dit, j'avais vraiment envie de repartir dans la vraie vie, aller dans une grande ville avec des opportunités, avec un programme culturel qui est présent, avec des activités qui seront présentes. Et ça, pour moi, c'était très, très, très importante, surtout pour mon travail, hein. Ouais. On va pas se le cacher, puisque se lancer dans une entreprise à Toulouse, c'est quand même bien pour moi, parce que j'avais pas mal d'opportunités, beaucoup de réseaux professionnels qui sont présents là-bas aussi. Et je me suis dit, bon, ben, c'est ce qu'il me faut. J'ai vraiment senti que c'était ce qu'il me fallait. Et je me suis sentie, quand je suis arrivée sur Toulouse, une des premières choses que j'ai achetées, rien à voir, mais c'était un vélo. Et vraiment pour avoir ce côté vraiment libre. Et j'ai fait beaucoup de vélo quand je suis arrivée sur Toulouse. Je me sentais tellement bien, tellement libre, tellement alignée avec moi-même, que je savais que c'était la bonne décision. Et j'étais prête à tout. J'étais prête à tout pour lancer ma boîte à ce moment-là. Et du coup, est-ce que tu peux nous raconter les étapes de ce changement de vie où en fait tu emménages à Toulouse et dans la foulée tu montes ton projet? Tu m'avais évoqué aussi que tu aurais aimé être souffleuse de verre. Ouais, alors ça c'est le moment de la bouée, où quand je te dis j'aurais pris n'importe quelle formation. Souffleuse de verre n'a pas été pris. Non, mais c'est pas ça, c'est ça. Parce qu'après le Covid, tu sais, je me suis dit, ah là là, peut-être que j'aimerais bien faire un truc avec mes mains, tu sais, Ouais. ce côté, tu sais, tu deviens artiste. Dans le corps. Bon, bref. Et pas encore. Et je me suis dit, peut-être que, et j'avais été voir un musée avec des souffleurs de verre, et je trouvais ça tellement beau, tellement magnifique, et il se trouve qu'il y avait une formation pas loin de chez moi, de souffleurs de verre. Et je me suis dit, pourquoi pas faire ça? Bon, ça, pendant 10 jours, j'ai vraiment réfléchi très sérieusement, hein. Et après, je me suis rendu compte des conditions de travail à côté de fours brûlants à 1000 degrés. Tu as désenchanté. Et je lisais les commentaires de gens qui disaient, c'est très... Ouais. Et les gens ils disaient, ah oui, c'est très physique. Je me suis dit, ouais, non, c'est peut-être pas pour moi. Mais bon, c'était vraiment ce côté bouée où il me fallait quelque chose. Et la sophrologie était beaucoup plus adaptée pour moi. Vraiment, c'était Beaucoup très plus douce. Non, exactement. Mais non, en fait, moi, mon étape, elle a commencé bien avant d'arriver sur Toulouse. C'est-à-dire que moi, j'ai décidé que j'allais me lancer dans le coaching en prise de parole en public. On va dire, c'était au milieu de ma formation en sophrologie. D'accord. On était en décembre 2021. Et là, j'avais déjà en tête ce côté prise de parole en public. Et je me suis dit, bon, ok, c'est bien, mais je vais quand même le tester avant de voir si c'est vraiment ça. Parce que moi, je fais beaucoup de choses dans ma vie et que j'arrête très rapidement. D'accord. Ouais, mais tu testes. En fait, ce que je trouve intéressant dans ta démarche, Exactement. C'est que t'analyses pas trop, tu fais pas tout ton dossier théorique dans ta tête. Tu te dis, oh, j'ai envie de faire ça, je teste. Exactement. Ah oui, moi, c'est tout à fait ça. Et ouais. J'aime cette démarche-là parce que, je la trouve intéressante parce que, pour le coup, mon expérience dans l'entrepreneuriat, c'était de tout mettre sur papier, de tout verrouiller entre guillemets sur je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire comme ça, je vais faire comme ça. Et en fait, tu sais pas avant d'avoir testé si ça te plaît. Ouais, exactement. Et de tester, de rater. En fait, c'est génial parce que ça te permet de réajuster en fait par la suite ce que tu veux faire. C'est pour ça que ton retour sur la souffleuse de verre, moi, c'est à la fois très drôle, mais je trouve ça en même temps
tu vois, en fait, tu regardes un tout petit peu les conditions de travail et tu te dis, bah non, c'est pas pour moi, quoi. Ouais. Voilà. Mais au moins, t'es allé chercher, tu vois. C'est pas resté un Oui. fantasme dans ta tête, quoi. Ouais, alors moi j'ai toujours fonctionné comme ça. Moi j'ai envie de, je sais pas pourquoi, mais j'ai toujours envie de faire plein de trucs. Donc je teste beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et au bout d'un moment, soit je m'arrête, soit je continue, mais j'aime bien tester plein, plein de choses. Et là je me suis dit, ok, la prise de parole en public, est-ce que ça va être éphémère, est-ce que ça va s'essouffler ou pas? Mais D'ailleurs, juste, excuse-moi, est-ce que ça va ouais, s'essouffler? C'est là où Mathilde commence à faire des jeux de mots. Ça y est. c'est ça. Peut-être que tu peux nous raconter ce qui s'est passé quand tu t'es dit coach en prise de parole. Il me semble que tu m'avais Ouais. parlé d'une séance chez ta thérapeute Oui, tout à où fait. tu parlais de la voix. Peut-être que tu peux nous raconter ça Ouais. euh, en premier, Mathilde. Oui, parce que ça a été le moment déclencheur. Donc je commence cette formation de sophrologie et pendant l'été, donc comme j'avais beaucoup de questionnements sur moi, etc., je me dis je vais prendre rendez-vous chez une psychologue pour discuter, voilà, déballer un petit peu des choses que j'avais à dire. Et je lui parle encore une fois de mon métier dans lequel je ne me sens plus bien. Et je lui parle encore une fois de Claire Chazal, du journalisme, de la prise de parole en public. Et elle me dit cette phrase, elle me dit « Vous avez quelque chose avec votre voix ». Elle me dit ça. Bien sûr. Enfin, je crois, hein. Et là, alors je pense que c'est le fait de l'avoir entendu de quelqu'un qui était neutre Oui. en face de moi, qui est ce retour-là, ça a été comme un déclic et je me dis mais ouais, c'est vraiment la voix. La voix pour moi c'est tellement important et je veux travailler, je veux faire un métier en rapport avec la voix. Tu Donc veux ça c'est dire clair. que les gens de ton entourage t'en avaient déjà parlé de ça? Que tu avais quelque chose avec la voix? Pas du tout. C'est drôle, toi, non, pas du tout. Non, Ok. pas du tout, parce que ah non, mais moi, avec les gens de mon entourage, ils se doutaient même pas forcément que c'était quelque chose qui était important pour moi, parce D'accord. que tu vois, c'était, enfin, à part mon ex-conjoint ou des Ok. amis très proches, mais sinon, non, on n'avait jamais forcément discuté de ça. Après, moi, j'avais fait beaucoup de théâtre, d'impro, etc. Mais on m'avait jamais donné Ce moi, regard-là. je m'avais jamais envoyé ça, si tu veux, et ça m'a fait du bien de l'entendre. D'accord. Et je me suis dit, ok, il y a quelque chose à faire. Et j'ai fait un truc tout bête, hein, comme d'habitude. J'ai été sur Google, j'ai dit métier voix. Voilà. D'accord. Et du coup, j'ai cherché. Bon, non, ça oui, ça non. Et je suis tombée sur une dame qui habite à Toulouse, qui s'appelle Isabelle Colkins, qui est coach en prise de parole en public. Et je me rappelle avoir vu ce lien sur Internet. Et je me suis dit, mais waouh, mais c'est trop bien comme métier. C'est exactement ce que j'ai envie de faire. Et je me rappelle très bien parce que quand je suis tombée sur son site, à cette dame, j'en ai eu des frissons. Ah, Donc génial. encore une fois, mon corps qui réagissait. Et je me suis dit, waouh, ça c'est vraiment le métier que j'ai envie de faire. Ben, peut-être que tu en prends le chemin. Et à partir de là, donc j'étais toujours prof à ce moment-là, hein, j'ai commencé à écouter pas mal de podcasts d'entrepreneuriat, comme si j'étais entrepreneur en fait. Comme Ok. si j'étais déjà T'es mis dans la entrepreneur, peau de comme l'entrepreneur. Ok. ouais, je me suis mise dans la peau de l'entrepreneur. Je me suis dit, mais si demain j'ouvre ma boîte, comment je fais? Et là, j'ai commencé à écrire beaucoup, à plancher sur mon projet. J'ai quand même pas mal écrit sur mon projet et je sentais que ça m'animait énormément. Et ensuite, je me suis dit, ok, c'est bien, c'est dans ma tête, parfait, tout est bien, ça va être super, mais ça va pas donner grand-chose si ça reste que dans ma tête. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé d'ouvrir une page Instagram qui s'appelait à l'époque Mathilde en parle, et où j'ai commencé à poster des articles et des vidéos pour donner des conseils en prise de parole en public. Oui, c'est le Et fameux ça, je le moment. faisais plusieurs fois dans la semaine, je postais des vidéos. C'est ça, Mm. c'est le fameux moment où tu te dis, bah, je vais voir si pendant quelques mois je peux donner du contenu là-dessus et voir ce que ça donne, quoi. Exactement. C'est exactement ce que je me suis dit. Je me suis dit, ok, on va tester. Déjà, je vais voir si moi j'ai du grain à moudre, hein, si ça continue. Est-ce que m'anime toujours au bout de quelques mois? Est-ce que ça intéresse les gens Mm. aussi? Est-ce que c'est une thématique où je vais avoir des clients ou pas, si un jour je me lance? Et j'ai fait ça à partir de décembre 2021, janvier 2022. J'ai commencé à pas mal poster et j'avais des gens qui venaient me voir. Oui, bonjour Mathilde, est-ce que tu peux nous donner des conseils? Où est-ce qu'on peut prendre rendez-vous? Et je commençais à avoir des gens qui venaient comme ça. Génial. Et je me suis dit, waouh! Et là, j'ai freiné. Et je me suis dit, d'accord, mais en fait, ça peut vraiment donner quelque chose, mais je suis pas forcément prête. Moi, je suis toujours prof, en fait. En fait, je Ouais, suis toujours prof et je me voyais pas démissionner aussi rapidement, hein. Moi, je m'étais dit, je vais rester peut-être encore un an ou deux prof, tu vois. ouais.
Et là, d'avoir tous ces gens qui venaient, je me dis, oula, j'ai pas envie de faire de la publicité mensongère. Enfin, tu sais, qui pensent que ils peuvent prendre rendez-vous ou quoi. Donc, j'avais freiné tout ça. Et je postais un peu moins régulièrement. Et puis, ça a vraiment été, oui, pour moi, hyper important ça a été un test. J'ai testé ma boîte, en fait, avant Ouais. avant qu'elle ne prenne vie. Et j'ai vu ça pouvait fonctionner. J'avais des très bons retours. Et du coup, donc dans ta dernière année dans l'éducation nationale, donc tu te formes à la sophrologie, tu testes ton entreprise quelques mois, tu démissionnes de l'éducation nationale et tu te lances. Voilà, je démissionne en août et je me lance en septembre. J'envoie je m'inscris là en tant qu'auto-entrepreneur auprès de l'URSSAF. Enfin, je fais toutes les démarches et j'ai mon numéro de Ciré qui arrive fin septembre. Ce que je trouve chouette dans ton retour d'expérience, c'est que tu as testé sans trop d'enjeux, parce qu'en fait, tu as encore ton travail, tu es en train de te former à côté, par ailleurs, en sophro, tu es en réflexion sur toi-même avec cette thérapeute, finalement, où c'est une remise à zéro, en fait, j'ai l'impression, où vraiment, Ouais. les choses, elles se posent tranquillement, sans insécurité financière, quoi, parce que je trouve que l'enjeu, quand tu veux te lancer dans ton entreprise, la sécurité financière, c'est quelque chose qui peut bloquer de Ouais. façon longue, quoi, sur un temps long avant de se lancer. Toi, tu testes sans trop de, finalement, si ça prend pas, en fait, t'es en observation. Et parce que t'es sûr de toi, parce que ça a marché, qu'il y a eu des gens qui sont venus vers toi, tu te lances. Donc vraiment, une invitation pour vous qui nous écoutez, voilà, où il y a des signes ou de malaise dans votre travail, essayez de poser vos envies et puis de tester tout simplement sans enjeu, parce que ça, c'est un vrai luxe qu'on peut s'offrir quand on est encore dans son travail et qu'on veut changer de vie. Ça, c'est vraiment un conseil, une invitation que j'ai envie de vous proposer aujourd'hui. Du coup, tu as ton statut d'auto-entrepreneur. Comment ça se Ouais. passe? Alors, j'ai mon statut d'auto-entrepreneur et là, au mois de septembre, avant de l'avoir, j'avais déjà dit que je lançais ma boîte, mais j'avais dit je peux commencer les séances qu'à partir du mois d'octobre. Ok. Donc, je faisais déjà pas mal de publicité sur Instagram pour faire venir les gens. Et moi, comment faire venir les gens? Donc, certes, il y a les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, mes premiers clients, je les ai trouvés sur les réseaux sociaux. Donc, c'était des personnes qui vivaient aux quatre coins de la France. Mais une de mes stratégies, ça a été d'aller physiquement dans les réseaux d'entrepreneurs et de me faire connaître sur Toulouse. Dans ces réseaux, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de réseaux sur Toulouse. J'en ai fait, mais je crois, une dizaine. Ok. J'ai dit, salut, je m'appelle Mathilde, je suis coach en prise de parole en public. J'ai dû le dire une centaine de fois pour que les gens commencent à savoir que j'existe, parce que c'était surtout ça, gagner en visibilité. C'était que les gens me connaissent, commencent à me faire confiance aussi. Et ça a été une des stratégies que j'ai mises en place, ça a été là. Ça a été ma visibilité sur les réseaux sociaux, mais surtout dans les réseaux physiques. Tu avais évoqué aussi le réseau proche, parce que là, tu vois, moi, tu me dis ça, je me pointe en fait dans les réseaux d'entrepreneurs, je connais personne. Waouh, je lance mon entreprise, tu vois, il faut un sacré cran pour faire ça. En tout cas, moi, tu vois, là, je sens que je me sentirais pas forcément à l'aise. Et tu évoquais le réseau proche, en fait. Tu avais commencé par le réseau proche, des gens peut-être que tu connaissais sur Toulouse. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus? En fait, le premier réseau dans lequel j'ai été, c'est un réseau qui était tout gentil, tout mignon. C'est un réseau de mamans entrepreneurs. Ok. Voilà, c'était pas un réseau, gros réseau de business. Ouais. Voilà. Et ça a été un réseau dans lequel je me suis dit, ok, là, je vais me sentir bien. Il n'y a pas d'enjeu particulier. Ouais. J'avais bien vu que, voilà, les filles qui étaient là, elles étaient là pour s'entraider. Et c'était quelque chose qui me rassurait beaucoup. Et quand j'ai commencé là, j'ai commencé aussi à comprendre que j'étais pas toute seule dans ma situation. Il y en a plein qui lançaient leur boîte en même temps que moi. Donc, j'étais pas toute seule on était plein dans le même panier. Voilà, j'étais pas toute seule. Et en fait, en allant dans ce premier réseau, on a commencé à me parler d'autres réseaux. Ah, tiens, peut-être qu'il faudrait que tu ailles là. Ok, ben j'y vais. Parce que moi, j'étais dans une dynamique où je disais oui à tout à ce moment-là. Okay. Vraiment, j'allais partout. Ça m'a pris beaucoup d'énergie, justement pour me faire connaître. Et c'est à ce moment-là que j'ai fait beaucoup, beaucoup de réseaux au mois de septembre, octobre, pour me faire connaître. Mais c'était du bouche à oreille. Les gens ils me disaient, tiens, tu connais celui-là? Ben vas-y, la première fois, c'est gratuit, etc.
t'es dans une posture où tu dis oui à tout, donc toutes les opportunités sont bonnes à prendre Ouais. dans ta mise en Ouais. réseau. Le bouche à oreille des gens qui te conseillent, mais ça, je pense que le bouche à oreille, c'est la meilleure communication qu'on puisse faire. C'est que à partir du moment où quelqu'un te recommande quelqu'un d'autre, t'y vas avec beaucoup plus de confiance que si tu l'as seulement vu sur Internet ou sur un... Oui, exactement. Et puis tu y vas, tu passes 2 mois à aller dans les réseaux, te présenter, pitcher ton projet, j'imagine, de façon hyper efficace. Et est-ce que tu peux raconter comment du coup ça prend à ce moment-là ? Alors, ça prend pas tout de suite. Ça prend pas tout de suite. On va dire que d'abord, c'est les réseaux sociaux, moi, qui m'ont apporté mes premiers clients, mais je savais que en allant dans les réseaux physiques, c'est beaucoup sur la confiance. Plus tu y vas, plus les personnes, elles te voient venir souvent, plus elles vont avoir envie de te poser des questions et de travailler avec toi. Alors que sur les réseaux, c'est au nombre de vidéos et de posts que tu mets qu'on va commencer à te connaître. Donc moi, mes premiers, vraiment les tout premiers jusqu'en novembre, même jusqu'en décembre, les premières personnes avec qui j'ai travaillé, c'était des personnes qui m'avaient trouvé sur Instagram. Et après, à partir du mois de janvier, j'ai eu uniquement des personnes que j'avais rencontrées en réseau ou des personnes qui connaissaient des personnes que j'avais vues en réseau. Et à ce moment-là, et puis comme moi, j'allais très souvent, 1 fois, 2 fois, 3 fois par semaine dans ces business-là, enfin dans ces réseaux-là, les personnes commençaient à me connaître et je me suis fait moi-même mon réseau autour de moi. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et donc, voilà. Et du coup, c'était les premiers. Dès que j'avais une offre, dès que j'avais quelque chose à pitcher, dès que j'avais une nouvelle offre, c'était à ces personnes-là qui m'avaient déjà vu, avec qui j'avais déjà discuté, à qui je parlais de mon offre. Oui, ça t'a permis de rencontrer en fait tes potentiels clients c'est ça. dans ce réseau d'entrepreneurs. En plus, c'est super parce que tu te sens comment dire, plus isolé dans le fait de créer ton entreprise. Donc il y a plein de choses qui sont nourries aussi dans ces rencontres-là. Ça t'a permis de cibler aussi les besoins de tes clients, d'aller dans ces réseaux-là, parce que à force de discussion, t'as pu Exactement. cibler. Donc vraiment, je trouve que ce serait un conseil très pratico-pratique par rapport à ton expérience. C'est parce que moi, tu vois, je suis pas très à l'aise sur les réseaux sociaux. Je sais pas comment communiquer sur les réseaux sociaux. Ça me parle pas. Ouais. Voilà, le podcast me paraît, tu vois, un moyen plus facile de me présenter, de montrer comment je travaille. Le son, c'est plus facile pour moi. Donc les réseaux sociaux, certes indispensables, mais d'autres moyens, et notamment d'être en présence dans plein de réseaux différents, sur du long terme, parce que 4 mois, c'est quand même beaucoup. Et même plus, parce que là, bah oui, moi, je continue à y aller. Alors, il y a des réseaux auxquels j'ai adhéré, auxquels je vais 1 fois, 2 fois par mois. D'accord, ouais, tu as continué ce travail de réseautage. Ouais, complètement. Au bout de 4 mois, tu as tes premiers clients. Donc là, ça fait 1 an que ton entreprise, elle a quasiment 1 an. 1 an et demi ? Ouais, oui, en septembre. Comment tu as formulé tes offres ? Parce que est-ce que tu les as formulées au fur et à mesure en rencontrant les gens, ou tu avais des idées avant en tête que tu avais envie d'expérimenter ? Comment ça s'est passé pour toi de formuler ton offre ? Alors ça a été une partie qui est pour moi la plus compliquée. Moi, j'ai pas du tout un bagage marketing ou commercial ou quoi, donc ça c'était un peu compliqué. Mais j'avais dans l'idée de faire une offre plutôt longue, avec un parcours vraiment pour des personnes qui sont en difficulté face à l'oral et qui ont besoin de revoir toutes les bases, et un parcours plutôt court, c'est-à-dire pour des personnes qui doivent juste écrire un discours pour dans 1 mois, qu'on écrive le discours ensemble, qu'on s'entraîne 2 ou 3 fois et qu'elles prennent de l'assurance comme ça. Donc c'était plutôt, je me suis dit ça, je me dis je vais faire un parcours long, un parcours plutôt court. Et je suis restée encore aujourd'hui sur ce même schéma, mais je suis beaucoup moins rigide. Après, moi, j'ai des personnes qui viennent me voir juste pour faire 2 ou 3 séances. Ben, on y va, en fait. Toi, je suis beaucoup moins rigide. J'ai fait évoluer mon offre aussi par rapport à moi, par rapport à ce qui me semblait le plus juste. Ça, c'était hyper important pour moi. C'est est-ce que mon offre me correspond ? Est-ce que je suis capable de la défendre ? Qu'est-ce qui se passe quand j'en parle ? Parce que je me rendais compte que j'avais une offre, justement la plus longue, je n'en parlais jamais. Pendant 5 mois, elle y était, mais je n'en parlais jamais de cette offre parce que je me sentais pas légitime à en parler. Je me posais la question vraiment du bienfait de cette offre, alors que je savais qu'elle était bien, mais quelque part, il y a quelque chose qui bloquait. Et là, je me suis fait accompagner justement là-dessus par un coach pour les entrepreneurs sur une journée.
Et ça m'a aidé aussi à me repositionner par rapport à ça. Et j'en avais besoin parce que moi, j'avais tout fait toute seule et au bout d'un moment, je sentais que j'avais besoin d'aide. Donc, il m'a aidé par rapport à ça. Et après, je suis restée sur ces offres-là, mais voilà, je les ai ajustées par rapport à ce que j'ai pu voir, ce que j'ai pu percevoir des clients par rapport à moi et aussi dans l'offre, il y a tout ce qui est côté prix. Oui. Le prix, j'étais pas forcément à l'aise avec les prix que j'annonçais, que je trouvais soit trop bas, soit trop haut. Donc ça a été des grosses réflexions par rapport à ça. Et finalement, aujourd'hui, j'ai trouvé un prix qui me va, que j'ai vu que j'arrivais à vendre en annonçant ce prix. Donc c'était OK. Et donc je l'ai gardé. C'est vrai que formuler ces offres, ça peut être très ambivalent parce qu'on a envie de répondre aux besoins de sa cible. On se dit, voilà, on a étudié les besoins de sa cible, on se dit, ok, ils vont avoir besoin de ça, donc je vais mettre ça en place. Et puis parfois, il y a une partie de nous qui dit, ouais, mais je suis pas du tout alignée avec ça. En fait, moi, j'ai envie de proposer autre chose, autrement, avec ma patte, quelque chose parfois qu'on voit pas beaucoup sur le marché. Et je trouve que c'est hyper intéressant ce que tu racontes dans ok, je me suis écoutée et c'était pas aligné avec ce que j'étais. Ouais. Et du coup, je le défendais pas. Je pense que c'est important pour ceux d'entre vous qui nous écoutent, qui sont peut-être à cette étape-là où ils sont en train de formuler leur offre, encore une fois, cette boussole de est-ce que j'ai envie de le faire, elle est hyper importante, quoi. Complètement. Il m'a fallu du temps pour le comprendre. Parce que cette offre, tous les jours, j'allumais mon ordinateur, je voyais bien qu'il y avait cette offre, et je voyais bien que je n'en parlais jamais, mais j'avais pas encore conscientisé le fait que j'avais un souci, clairement, avec cette offre-là. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois complètement ce que tu veux dire. Et c'est trop bizarre, parce que pourtant je la voyais, tu vois, tous les jours, je dis ouais, cette offre, elle est vachement bien et tout, mais je la vendais jamais. Et je n'en parlais pas. Et ça a été un déclic, voilà, que j'ai fait avec cette personne qui m'a accompagnée sur une journée. Génial, et me ouais. dire, ok, Trouvé, en fait, ouais, j'avais besoin d'aide. Ouais, génial de trouver un coach sur une aide ponctuelle, exactement. sur un point de blocage. En fait, si tu veux, c'était pas que là-dessus, on a fait autre chose autour, mais moi, c'est ça que j'en ai retiré, pour le coup, D'accord. de sa formation à lui. Je me suis dit, ok, ça va vraiment me servir et je crois que mon point de blocage, il est là. Et après cette formation-là, je me rappelle, la semaine d'après, j'ai réussi à vendre mon offre. Génial. Ma plus grosse offre. Ah ouais, mais j'étais trop contente. Et je me suis dit, ouais, en fait, cette offre, elle est bien là, elle est alignée avec moi. J'arrive vraiment à l'expliquer, à la comprendre moi-même. Tu vois ce que je veux dire? Des fois, j'avais mis des choses dans l'offre, mais je me disais, attends, mais est-ce que j'ai vraiment réfléchi exactement? Est-ce que je suis capable de l'expliquer dans toutes les conditions? Enfin, tu vois, et pas forcément. Donc, j'ai vraiment dû la retravailler. Et ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien. Et du coup, aujourd'hui, j'arrive à la vendre beaucoup plus facilement. Ça fait écho aussi à mon expérience de ce que tu racontes dans la façon dont on peut parler de son offre. Parfois, on a besoin d'un retour extérieur et c'est pour ça que pitcher son offre, c'est hyper intéressant parce que les gens te font un retour en reformulant et te renvoient des éléments de vocabulaire qui peuvent être super intéressants pour en parler. Ouais. Moi, je me souviens, j'avais accompagné une personne et elle m'avait dit, en fait, toi, t'es une défricheuse. Et en fait, c'est vrai, cette étape-là du projet où on se pose des questions, où on est en introspection, elle me passionne. Et parce que ma propre expérience, c'est que moi, j'ai beaucoup défriché pour moi. Et il me manquait ce petit déclic pour passer à l'action. Il y a 4 ans, vraiment la peur de passer à l'action, ça me tétanisait. Le fait que des gens aient pu formuler que j'étais une défricheuse ou une facilitatrice, tu vois, il y a eu un petit truc de ah ouais, en fait, ce terme-là me correspond. Et ça fait partie des petits déclics qui ont fait que bah ouais, en fait, j'accepte pleinement ce rôle de facilitatrice, de défricheuse qui amène à une certaine introspection, réflexion, avant de passer à l'action. Cette mise en mouvement-là, elle est intéressante. Et tu parlais des prix aussi. Il y a autre chose que je voulais aborder avec toi sur les prix, parce que ça, c'est une grosse question aussi quand on lance son activité, c'est que être aligné avec ses prix, savoir estimer sa valeur, en étant tout de même en accord avec celle du marché, parce que si t'es trop bas, les gens vont se dire bah elle a pas confiance, elle débute. Enfin, tu vois, on va se poser les mauvaises questions. Ouais, complètement. Ouais. Si tu débutes et que t'es trop haut, tu peux perdre des clients parce que comme tu n'as pas suffisamment de notoriété, ça va être difficile d'engager une certaine somme avec quelqu'un qui commence, qui n'est pas encore repéré dans le réseau. Comment ça s'est passé pour toi d'estimer tes prix, si tu as envie d'en parler?
Bien sûr, ouais. Alors, déjà, pour moi, il y a quelque chose de super important, moi, dans mon fonctionnement, encore une fois, c'est je teste et après je réajuste. Ouais, Et ça, super. c'est comme ça que j'ai pu formuler mon offre et aussi mes prix. C'est-à-dire que quand j'en ai parlé, en fait, de ces offres, j'ai eu des retours de personnes qui m'ont dit, ouais, mais en fait, je comprends pas, en fait. Mais ça va me servir à quoi? J'ai quelqu'un qui m'a dit ça. Ça va me servir à quoi? Ouais. Et j'ai trouvé ça génial qu'elle me dise ça. Je me suis dit, ah ouais, ça veut dire qu'en fait, elle n'a pas compris. C'est-à-dire qu'elle n'a pas compris ce que j'étais en train de lui vendre. Et donc, après ça, je me rappelle, j'ai passé 1 heure à tout réécrire. Et en fait, dans ma tête, c'était hyper clair, mais je n'arrivais pas à le transmettre. Et du coup, moi, vraiment, dans mon fonctionnement, c'est vraiment ne pas avoir peur de réajuster et de se confronter aussi au retour des autres. Ouais. Et c'est pas forcément évident, hein. Je dis pas que c'est facile, mais vraiment de se dire quand on est au début, ouais, ok, en fait, on va voir ce que vont me dire les gens et peut-être que je vais pouvoir réajuster. Ouais. Et dans le prix, c'est pareil. Moi, dans le prix, au début, j'ai des gens qui m'ont dit ah mais c'est vraiment pas cher. Et là, tu te dis ah merde. C'est bon, mais je vais augmenter un peu, tu vois. Ou alors quelqu'un qui m'a dit ah je peux pas, c'est trop cher. Et tu vois, donc j'ai eu les deux, Ouais. et je me suis dit, bon, en fait, je peux avoir autant l'un que l'autre. Qu'est-ce qui est aligné avec moi? Ouais. Et je me dis, moi, quel est le prix déjà qu'il faut que je mette pour pouvoir vivre Bien sûr. de mon métier? Ça a été une des premières choses. Combien je dois vivre, combien je dois vendre d'offres et à quel prix pour pouvoir dégager un salaire? Et puis, est-ce que c'est aligné avec moi? Et moi, clairement, il y a des prix, c'est trop haut. Pour moi, aujourd'hui, en juin 2023. Mais peut-être que dans 2 mois, on en rediscutera et je te dirai, ah non, mais en fait, aujourd'hui, j'ai augmenté mes tarifs. Parce que c'est plus aligné. Et je pense pour moi, c'est intéressant de se dire, il faut se laisser aussi le temps. Il faut se laisser le temps et de s'écouter et de se dire que rien n'est gravé dans le marbre. C'est ça. Merci de rebondir sur la notion du temps. En fait, elle est sous-jacente à tout ce qu'on a évoqué depuis le début. En fait, quand tu montes une entreprise, le temps, c'est ton allié. C'est-à-dire que, comment exprimer ça? Parce que à la fois, le temps peut être très, 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 très long dans la gestation du projet. Tu vois, toi, pendant 1 an et demi, finalement, t'as cherché. Tu peux avoir des accélérations où tu vas faire du réseau pendant 2 mois et la fréquence c'est 2 à 3 fois par semaine et hop, 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 t'enchaînes et le temps est très très rapide. Ouais. Et quand tu testes, c'est accepter que le temps va te permettre d'avoir des réponses sur ok, cette offre-là, dans le temps, elle marche. Cette offre-là, elle est un petit peu trop chère. Ouais. Je vois bien que sur 6 mois, finalement, j'ai eu beaucoup de retours où on me disait que c'était un petit peu trop cher et je peux baisser un petit peu. Ok, comment c'est aligné avec ce que je ressens? Cette notion du temps, elle est vraiment à prendre en compte parce que moi, c'est ce qui m'avait motivée à faire ce podcast, c'est que je trouvais que dans les interviews d'entrepreneurs à succès, ils te parlent pas de ça, de cette notion du temps où tu as l'impression que tout s'est fait en un clin d'œil. En fait, non, il faut accepter que parfois ton projet va se développer très très vite sur quelques semaines, que parfois ça va être beaucoup plus ralenti parce que tu as besoin aussi de ce temps de réflexion, d'observation pour voir si tu es toujours aligné avec ce que tu fais. Ça te parle, Mathilde? Ah ben oui, tout à fait, tout à fait. On aimerait avoir la solution de suite, on aimerait se dire ah là là, il faut que demain soit prêt. Mais en fait, pourquoi? Ouais. Pourquoi avoir laissons-nous le temps de tester les choses, de les vivre, de voir si ça fonctionne, de les confronter à la réalité et ensuite d'analyser. Si on se laisse pas ce temps-là, on va peut-être être en grosse difficulté parce qu'on se sera mis des bâtons dans les roues tout seul. Alors que si on se laisse le temps et on se dit ok, en fait je vais voir et c'est pas grave, je vais réajuster si ça fonctionne pas. À ce moment-là, je pense qu'on est dans une bonne démarche. Mais j'entends aussi le côté, oui, mais moi, j'ai pas le temps. Moi, j'ai pas le temps parce qu'à la fin du mois, il faut que je me dégage un salaire. Et ça, c'est aussi des réalités. Oui, c'est aussi des réalités. Sur quoi j'allais rebondir. Finalement, quelle a été, toi, ta sécurité financière à partir du moment où tu as démissionné? Ouais. Alors, moi, j'ai pas eu droit au chômage. J'avais pas le droit au chômage. Ouais. Parce que c'était une démission. Et j'avais des sous de côté. Okay. J'avais des sous de côté. J'avais pas énormément. Mais pour compléter les sous que j'avais de côté, j'ai vendu ma voiture. J'ai vendu ma voiture que j'avais achetée il y a 2 ans, qui était un espace. Hein, je venais de me séparer, j'en avais plus besoin. Et en fait, j'ai budgétisé les mois qui allaient arriver avec la vente de mon espace. Je l'ai vendu 10 000 €.
Ok. Et je me suis dit, ok, j'ai vendu mon espace 10 000 euros. Si je veux me verser à peu près un salaire avec un début d'entreprise où je vais devoir investir, allez, on va dire 2 000 euros par mois, je peux rester pendant 5 mois sans ne rien gagner. Ok. Donc là, je me suis dit, ok. Après, moi, je me suis aussi séparée et j'avais une maison. Donc, je savais que j'allais vendre la maison et que j'allais avoir de la trésorerie Ok. qui allait aussi arriver. Ok. Donc, j'avais comme ça budgétisé. Je m'étais dit, je peux rester à peu près 1 an sans ne rien gagner et ça va aller. Ouais, ça c'est intéressant parce que tout dépend aussi de sa propre sécurité intérieure. C'est que pour certains, 1 an, c'est suffisant. Pour d'autres, 6 mois de trésorerie, c'est suffisant. Et là Ouais. encore, l'invitation que je vous propose, si vous êtes à cette étape-là de votre projet où vous vous dites, OK, financièrement, comment je vais m'en sortir, c'est déjà sonder en vous combien de mois de trésorerie vous avez besoin pour être complètement détendu sur justement cette phase de test ou de développement d'entreprise qu'évoquait Mathilde, où on se laisse le temps de savourer, de goûter à OK, je teste ça, qu'est-ce que ça fait, comment ça s'ajuste, comment ça vit en fait. Complètement. Et clairement, je pense que de toute façon, c'est le nerf de la guerre, hein, la trésorerie. Sans la Bien sûr. trésorerie, moi, j'aurais jamais pu me lancer. Bien C'est sûr. parce que j'avais ce bagage derrière que j'ai pu dire, ok, je démissionne. C'est pour ça que ça peut faire aussi appel à certaines insécurités, certaines peurs qui sont très personnelles et qui sont pas forcément évidentes à dépasser. Donc, ce que tu dis, je trouve, ouais, c'est hyper intéressant, se poser la question soi-même, moi avec moi, de quoi est-ce que j'ai besoin? Ouais. De quoi est-ce que j'ai besoin pour me sentir bien? C'est essentiel. Moi, je peux te donner mon exemple personnel là pour entreprendre tes rêves. J'avais besoin d'avoir la trésorerie de l'école de mes enfants, puisque j'en ai 3, pendant 2 ans. C'était Ouais. parce que quand j'ai monté mon projet, j'ai su que j'allais avoir des jumeaux. Donc la donne financière a complètement basculé. En fait, de combien j'ai besoin pour monter mon entreprise avec 3 enfants. Et Ouais. ça, c'est très personnel comme décision. Et certes, elle s'appuie avec mon conjoint qui est aussi lui en train de monter son activité. Donc, c'est une discussion évidemment qu'on a eue. Et ça, vraiment, c'est vraiment un conseil de vraiment jauger ce dont vous avez besoin, que vous soyez seul ou en couple, mais en tout cas de vraiment de parler de ce sujet-là franchement, parce que je pense que pour monter sa boîte, il faut vraiment être hyper libre et serein, quoi. Il y a tellement de Complètement. choses que tu vas devoir dépasser, de peur, de blocage que tu soupçonnais pas trop en montant ton entreprise, qu'il faut être complètement disponible pour les vivre, quoi, et les traverser pleinement. Enfin, en tout cas, c'est mon retour d'expérience là-dessus. Donc, effectivement, je suis d'accord avec toi, les finances, c'est le nerf de la guerre. Du coup, aujourd'hui, tu arrives à avoir des clients régulièrement, ta boîte, ouais, elle va avoir 1 an. Comment ça se passe là? Alors aujourd'hui, j'ai eu une grosse évolution à partir du assez récemment, là, mois d'avril. Alors, moi, si tu veux, je fais 2 choses. C'est-à-dire qu'à la fois, je vends mes prestations à des clients et je travaille aussi pour un organisme de formation Ok. qui, lui, me trouve des clients. Et là, j'interviens pour des formations de 2 jours et je suis très bien payée Et tu es avec cet salarié? organisme de formation. Donc, l'idée... Non, je suis pas salariée, je suis prestataire de service. Il me D'accord. paie, j'envoie ma facture à la fin. D'accord. Donc sur la formation que j'ai donnée. Donc ouais, je suis prestataire de service. Donc j'interviens avec eux. Ça peut être une fois tous les 2 mois, une fois par mois, 2 fois par mois, ça dépend. Ok. Et à ce moment-là, c'est moi qui fixe mes tarifs aussi avec eux. D'accord. Donc c'est plutôt très bien payé. Et quand je suis arrivée, alors moi, mon premier client, mon premier salaire, hein, le premier chiffre d'affaires que j'ai fait, c'était au mois d'octobre. Je me suis fait 550 euros. Voilà, Ben, ça j'avais trouvé va. une cliente. Cool. J'ai gagné au mois d'octobre 550 euros. C'était pas mal. C'était pas mal. J'étais plutôt contente. Pour une première. Ouais. Donc, j'avais une cliente. C'était incroyable. Au début, Ah j'ai oui? pas cru. Je me suis dit, qui est cette personne? Et finalement, non, c'était pas une vraie. Et ensuite, j'ai continué comme ça et j'ai l'organisme de formation qui m'a contactée au mois de décembre. Et au mois de décembre, j'ai fait 2 formations pour lui et j'ai gagné 2 000 euros avec cet organisme de formation. Donc ça veut dire que je pouvais avoir autant des salaires de 500 euros Ouais. que des salaires de 2 000 euros. Et je me suis dit, ça va pas, parce que si un jour il arrive un truc avec cet organisme de formation que pour telle ou telle raison je travaille plus pour eux,
il faut que j'ai de la ressource moi-même pour pouvoir me dégager un salaire. Et c'est là que à partir de janvier-février, j'ai commencé à vraiment, vraiment pousser sur mes ventes, à beaucoup plus communiquer dessus, à en parler beaucoup plus dans les réseaux. Et à partir du mois de janvier-février, donc j'ai vachement boosté mes ventes. Et les ventes, pour moi, en tout cas dans mon cas, je sais que quand je booste mes ventes, quand je communique beaucoup plus dessus, je sème des graines. Ça veut dire que je vais pas avoir le résultat de suite. Ok. Et le résultat, je l'ai eu à partir du mois d'avril-mai, où j'ai eu énormément de personnes, mais je vais te dire, allez, tous les 2 jours, j'ai eu quelqu'un qui m'a appelé. J'ai quelqu'un qui m'a appelé en me demandant si il pouvait se faire accompagner sur un coaching en prise de parole en public. Donc que ce soit pour un coaching long, un coaching court, un coaching sur mesure. J'ai aussi une étudiante qui passait le concours de médecine, par exemple, qui avait besoin d'aide. Donc j'ai fait vraiment des coachings au mois de mai quasiment tous les jours. Donc là, j'ai eu un beau chiffre d'affaires qui a été généré. Et c'est aussi là que j'ai compris que c'était le temps. Et on en revient toujours au temps. Ouais. C'est-à-dire que toutes les graines que j'ai semées depuis les mois d'avant, elles ont émergé. Donc ça a été chouette. Et je me suis dit, ok, donc c'est comme ça que ça fonctionne. Il faut se faire confiance et il faut se laisser le temps aussi de faire les choses. Et ce que j'entends aussi, c'est que sur un mois où tu peux avoir un chiffre d'affaires à 500 et un autre, on va dire, où tu vas faire 5000, en fait, c'est d'avoir un salaire, on va dire, de base, où tu te dis, moi, pour vivre, j'ai besoin de 2000. Alors ça dépend encore une fois de chacun. Et sur des mois un petit peu plus, des mois qui sont meilleurs, tu te dis, ok, je place. Comme ça, sur un mois où je vais faire que 500, je sais que j'ai mon matelas. Et en fait, c'est là où l'entrepreneuriat, ça peut être aussi fatigant et angoissant. C'est que ça peut être très variable. Et qu'en même temps, comme tu le disais à l'instant, le temps, c'est quelque chose d'essentiel. C'est qu'il faut sans arrêt semer des graines, sans arrêt être en prospection, en fait, et en réseau, pour continuer, finalement, de trouver de nouveaux clients et de se faire un nom dans le réseau, en fait. C'est tout à fait ça. Bon, après, j'ai pas eu de chiffre d'affaires à 5000, hein. On reste sur le plus gros que j'ai fait, c'était 2000 €. Et c'était très bien. J'étais déjà super contente. Pour l'instant, moi, je place pas parce que j'investis. Alors, moi, j'ai investi d'abord sur mon site internet. Okay. Donc, j'ai demandé à quelqu'un de le faire et j'investis dans les réseaux. C'est-à-dire que maintenant, je suis dans des réseaux des réseaux plus business. Okay. Parce que c'est aussi là que je trouve mes clients, et ça a vraiment été une question de me dire, ok, j'ai des offres, qui est capable d'acheter une offre à ce prix, où est-ce que je vais trouver les clients? Ouais. Okay. Et ça c'est une vraie démarche aussi, de se dire, moi j'ai des offres qui sont pas très chères, mais j'ai des offres qui sont chères, et pour mes offres chères, il me faut les clients qui aient le budget. Ouais. Et donc ça, je vais les trouver plutôt dans d'autres réseaux. Et c'est des réseaux qui peuvent être payants. Donc ça, j'ai investi dans ces réseaux-là. Ok. Et puis voilà. Et est-ce que tu travailles avec les entreprises? Et ouais, j'adorerais aller dans les entreprises justement pour faire des ateliers auprès des salariés. Mais pourquoi c'est important pour toi? C'est déjà ce que je fais en organisme de formation, sauf que les salariés viennent dans le centre de formation. Oui. Et là, moi, j'aimerais venir dans les entreprises. Donc, c'est une autre démarche encore, proposer mes ateliers, proposer mes compétences vraiment, puisque moi-même, en tant que Mathilde Delagourgue, coach en prise de parole en public. Donc ça, c'est vraiment la prochaine étape et je travaille dessus. Voilà, justement, ça fait partie des choses sur lesquelles je travaille en ce moment. De ton prochain test de l'année, ce sera d'aller tester en entreprise. J'adore ton expérience dans le fait que tu testes, tu analyses après et tu réajustes. Tu as pu te permettre de laisser le temps agir et être ton allié. Et tu as quand même mis autre chose en place, c'est ce podcast Arrête de rougir. Est-ce que tu pourrais nous en parler? Oui, tout à fait. Alors, moi, je rêvais, on revient sur mon rêve d'être journaliste. Et j'avais déjà fait de la radio avec toi, d'ailleurs. On en avait fait un petit peu. Voilà. Et j'avais adoré cette expérience et j'avais en tête, depuis que les podcasts ont émergé, je m'étais dit, oh là, mais j'aimerais trop faire un podcast, justement, où tu mets la voix au cœur de tout. Et j'avais ce projet, mais j'osais pas le faire. Et je me rappelle avoir eu une discussion avec une entrepreneuse. On discute et elle me dit, mais pourquoi tu fais pas ton podcast?
Et je lui dis ouais, je sais pas. Et là, je trouve tout un tas d'excuses. C'est juste que j'avais peur. J'avais peur de le lancer, j'avais peur que personne ne l'écoute, j'avais peur que ce soit nul, hein, tout simplement. Voilà. Voilà, Bien sûr. tout simplement. Tout Voilà. simplement, hein, dire à midi à 14h. Hein. Exactement. Et que les gens se disent oh là là, j'ai perdu mon temps. Moi, je crois que c'est C'est pire ça. peur. Pire peur. Exactement. Et en plus, tu vois, moi, c'est mon métier de prendre la parole en public. Alors, encore une autre pression. Je me suis dit, oh là là, si en plus, ils me trouvent pas bonne, je vais pas avoir de clients. Enfin, voilà. J'avais tout un tas de peurs comme ça. Et elle me dit, mais Mathilde, fais-le. Tout simplement. Alors moi, tu sais, des phrases, il me faut des phrases simples dans ma vie, hein, pour avancer. Voilà. Fais-le. Voilà, fais-le. Je suis, mais ok. Et je l'ai fait. Je me rappelle, c'était le matin, l'après-midi, je prends mon micro. J'avais acheté un micro. J'avais tout. Dans la journée, t'as acheté un micro? Non, je l'avais déjà. Et là, je le branche à mon ordi et je me suis dit, allez, je lance le premier épisode. Et ce premier épisode, au début, ça s'appelait pas Arrête de rougir, le nom de mon podcast. Okay. Je l'avais appelé Viens, on en parle. Et en fait, je me suis rendu compte que le podcast, elle existait déjà. Viens, on en parle. Donc, tu vois, j'avais pas fait une grosse étude de marché là-dessus, j'aurais dû. Et j'ai changé le nom en cours de route au bout du 3e épisode et je l'ai appelé Arrête de rougir. Et moi, ce qui me fait kiffer sur ce podcast, c'est pas d'être toute seule derrière mon micro, mais c'est de faire comme toi, d'interviewer des entrepreneuses, des femmes qui ont des choses à dire, que ce soit sur la communication ou juste sur leur expérience en prise de parole. Et voilà, l'idée, c'est de dédramatiser, de dire la prise de parole en public, c'est facile pour personne, ça fait partie des peurs numéro 1 en France. Donc, c'est OK si c'est pas facile, mais il y a des outils, il y a des conseils, il y a des astuces, il y a plein de choses à faire pour que ce soit un peu plus facile. Et tu as combien d'épisodes? Tu as commencé quand ce podcast? Alors, j'ai commencé en janvier, je faisais un épisode toutes les 2 semaines. Ouais. Voilà. Et ensuite, j'ai augmenté un petit peu, j'ai fait un épisode par semaine et là, j'en suis à 16. Ok, waouh. Ouais, je suis à 16 épisodes et là, juste après toi, je fais aussi enregistrer un épisode de podcast. Ah bah c'est parfait. Et ben voilà, la boucle est bouclée. Super. Exactement. Et encore une fois, t'as une envie, il y a une petite phrase de l'extérieur qui te dit bah ok, vas-y, fais-le. Tout comme ton thérapeute t'avait dit, tu as quelque chose avec la voix et il y a un déclic chez toi et puis tu te lances et tu réajustes. Moi, je trouve ça canon dans la démarche. Vraiment, si j'avais quelque chose à retenir de notre échange, c'est ça, quoi. Vas-y, teste et réajuste, quoi. Exactement. Et je vois que ce chemin de l'entrepreneuriat, c'est un chemin qui est aussi, je pense, de développement personnel parce qu'on est seul face à soi-même et tout ce que l'on fait ne résulte que des choix que l'on va faire. Sans culpabilité, hein, je dis ça, mais vraiment, c'est une réalité. On est responsable finalement de tout. Et aujourd'hui, moi, j'ai pris énormément confiance en moi dans plein de choses, dans plein de dimensions de ma vie. Et je n'ai plus peur d'oser faire des choses. Oui. Je n'ai plus peur d'oser de faire des choses. Et ça, c'est quelque chose qui me fait du bien et ça m'épanouit. Ouais, peut-être qu'on peut conclure là-dessus tout simplement parce que effectivement, ça me parle complètement ce que tu dis. Il y a 4 ans, quand j'ai commencé, j'entendais des entrepreneurs ou je lisais des articles qui disaient bah oui, il faut oser. Et en fait, moi, il y avait toujours cette retenue de mon corps qui disait bah ouais, mais moi, je n'ai pas le déclic pour oser. Et effectivement, d'être amenée à monter ma boîte, porteuse de projet à moi toute seule d'un truc qui me paraissait énorme, aussi gros qu'une montagne, petit à petit, chaque jour, je dépassais une petite peur, quoi. Et t'entends souvent les entrepreneurs qui te disent bah oui, il faut y aller pas à pas. Je pense que pour toi et pour moi, c'est une réalité. C'est petit à petit, chaque jour, on avance, on met en place une petite action, on dépasse une peur. Et c'est vrai que cette année, moi ça fait 4 ans, hein, il y a vraiment quelque chose qui s'est débloqué où j'ai plus peur d'oser. C'est-à-dire ce qui m'aurait paru impossible il y a 4 ans. Aujourd'hui, c'est bah ok, je vais le faire. Et puis peut-être que je vais complètement me craquer. Moi, c'est cette année que je lance le podcast, hein, le 2e épisode qu'on enregistre aujourd'hui. Pour moi, c'est une grande étape, mais ça va probablement à la réécoute être complètement imparfait par rapport à ce que j'avais envie de faire. Mais j'y vais quand même. Parce que de toute façon, je vais apprendre et je vais réajuster avec cette expérience-là. Et ça, c'est essentiel. Si vous voulez monter votre boîte ou si vous l'avez déjà montée, vous savez que vous allez devoir puiser des ressources inestimables en vous pour, pas à pas, avancer chaque jour vers votre rêve.
Super Mathilde, je suis totalement d'accord avec toi. Eh ben écoute Mathilde, moi j'ai été ravie de t'écouter aujourd'hui. Comme d'habitude, Ouais. nous sommes bavardes, mais j'adore ça. Donc j'étais vraiment ravie de t'entendre. Si on a besoin d'un conseil, d'un coaching en prise de parole, est-ce que tu peux nous dire voilà, les différents éléments sur la toile ou sur Toulouse, où est-ce qu'on peut te trouver? Alors, sur Instagram, je m'appelle ML, comme Mathilde Lagourgue Potentiel. Et là, vous allez trouver des vidéos, des articles, des posts, plein de choses sur la prise de parole en public. Vous pouvez aussi écouter le podcast Arrête de rougir sur Spotify et sur Ocha. Et enfin, sur LinkedIn, tout simplement, où je poste d'autres types d'articles un peu plus professionnels, on va dire, qui marchent bien. Mine de rien, LinkedIn, très très bonne plateforme en ce moment pour moi. Super, merci Mathilde. Le mot de la fin, s'il y a quelque chose que tu as envie de dire pour conclure cette interview, la parole est à toi. Oui. Pour conclure, déjà, je voudrais te remercier, Mathilde, vraiment de m'avoir invitée. Ça me fait super plaisir aussi de te retrouver sur ce podcast, de te retrouver presque 10 ans plus tard. C'est super parce qu'on voit aussi à quel point on a évolué toutes les deux c'est vrai. Sur nos chemins, sur nos voies. On est toutes les deux devenues mamans. Donc, je trouve ça génial de se retrouver plus tard. Et donc, merci déjà pour ça. Et si j'avais un mot de la fin, ce serait terminer peut-être sur le mot de oser. Oser. Des fois, c'est pas facile. Des fois, ça demande, comme tu disais, de puiser dans nos ressources. Mais si on n'ose pas, qu'est-ce qui nous reste? Donc, osons. Osons. Dernière invitation de ce podcast. Comme François. Mais bon, c'est pas... Merci. Dernier jeu de mots. Voilà. Dernier jeu de mots de Mathilde. Et cette dernière invitation pour vous, chers auditeurs, chères auditrices, qu'est-ce que vous pourriez faire à la fin de ce podcast? Qu'est-ce que vous pourriez oser aujourd'hui? Un petit truc, hein, rien qu'un petit truc. Mais quand vous l'aurez fait, vous allez voir, ça va être magique. Il me reste à vous remercier infiniment d'avoir été fidèles. Nous avions tissé ensemble, je crois, un lien très fort et extrêmement précieux pour moi. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis et merci de votre fidélité. Entreprends tes rêves, un podcast de Mathilde Chevalier. J'accompagne les entrepreneurs à se mettre en action. Quelle que soit l'étape d'avancement de ton projet, je t'accompagne pour te mettre en mouvement. Rendez-vous sur Les Vedettes en scène.